Et sans attendre, nous allons passer au troisième et dernier conférencier, Monsieur Émilien Pelletier de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Vous avez 10 minutes aussi. Donc, la présentation porte sur les méthodes d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures dans les systèmes côtiers. Donc, on comprend ici qu'on va passer du milieu rivière vers le milieu estuarien. Donc, juste un petit rappel. Donc, le milieu côtier, c'est essentiellement le système côtier. Donc, c'est entre la ligne de végétation terrienne, terrestre et la haute mer. Et on peut ici, sur cette image, bien montrer en gros où commence l'eau salée dans le Saint-Laurent. C'est quelque part entre l'île d'Orléans et l'île aux Coudres. Avec les marées, ça va monter et descendre. Donc, là, on commence à être dans un système marin. Les conditions de base, donc, dictant les méthodes d'intervention en cas d'accident pétrolier sont assez simples, se résument en 3 éléments. Donc, la source et l'ampleur du déversement, combien on en a et d'où ça vient. Les conditions environnementales, la météo et la saison, c'est 2 éléments qui deviennent très importants en milieu marin, comparativement peut-être au milieu riverain. Et enfin, la nature du pétrole déversé. Donc, on va aborder rapidement ces 3 éléments. Donc, l'ampleur du déversement, en général, dans la littérature, on classe les déversements par petits, moyens, grands et extrêmes. Donc, les tout petits déversements, c'est quelque chose comme 100 litres et moins. Les moyens, entre 1 et 100 tonnes. Et les grands, les beaucoup plus grands, sont 700 tonnes. Et les extrêmes, là, ils sont rares, mais ils existent. Là, il y a jusqu'à 100 000 tonnes de déversement comme Deepwater Horizon. Dans le cas qu'on a ici, on sait que la capacité de transport des oléoducs Énergie-Est est de 159 000 tonnes par jour à plein débit. Et si on fait un worst-case scénario, on peut dire que si on avait un déversement à plein régime pendant 10-15 minutes, on aurait en fait un déversement théorique de l'ordre de 2000 tonnes. Donc, ce qui le classerait parmi les grands déversements. Donc, juste regarder ça maintenant, qu'est-ce que ça nous donne comme méthode d'intervention. Le tout premier élément d'intervention, c'est évidemment la mise en opération du plan d'urgence et de coordination des actions des intervenants. Et en milieu marin, il est possible assez souvent d'avoir une modélisation de l'expansion du déplacement de la nappe. Donc, ce qu'on fait ici, c'est que dans l'estuaire du Saint-Laurent, par exemple, il existe un modèle numérique de déplacement de la nappe de pétrole qui peut se faire en fonction de la nature du pétrole, des courants, des marées, des vents, et aussi prévoir les endroits qui seront les plus touchés en fonction du temps. Un tel modèle existe. Donc, ce modèle existe pour l'estuaire du Saint-Laurent. Il est opéré par Pêche Océan Canada, l'Institut Maurice-Lamontagne et avec la coopération d'Environnement Canada. Donc, il pourrait être opérationnel s'il y avait un déversement. On pourrait utiliser ce modèle-là. Autre élément, les méthodes d'intervention maintenant. Donc, je vais passer assez rapidement à travers les méthodes d'intervention. Certains, vous les connaissez bien. Donc, on va commencer par simplement les barrages de rétention, donc les estacades. Les barrages flottants vont tenter de récupération en mer si les conditions météo sont favorables. On va voir ensemble que c'est souvent très difficile d'utiliser ce type de barrage-là en mer. Donc, le succès des techniques de barrage de rétention, ça tient essentiellement à la force des vents et des courants, au repérage adéquat de la position et de la nappe de pétrole, ce qui est souvent une difficulté en mer, puisqu'on peut facilement la perdre de vue. Troisièmement, le temps écoulé depuis le début du déversement. Donc, ces 3 facteurs-là, ces 3 facteurs techniques-là sont cruciaux pour l'utilisation des estacades en mer. Le plus souvent, donc, en mer, ils sont utilisés pour protéger des secteurs qui sont fragiles. Par exemple, on peut tenter, en sachant le déplacement de la nappe de pétrole, on peut tenter de protéger une marina, un marais, une zone hautement biodiversifiée, en ajoutant des estacades pour tenter d'empêcher la nappe de pétrole qui va arriver d'atteindre les endroits fragiles. Bon, ici, vous avez un exemple des estacades en mer. Vous voyez derrière un très gros estacade là, en noir. Là. Ça, c'est vraiment les estacades marines là, qui vont faire à peu près presque 2 mètres de hauteur au total.
Puis en avant, vous voyez un petit bateau, un petit tug là, qui traîne une petite estacade à l'intérieur de la plus grande. Donc, ça c'est comme à la démonstration. C'est vraiment la démonstration, c'est l'idéal. Mais dans la réalité du milieu marin, cette réalité-là est plus dure. Donc, ce que vous voyez dans les 3 images que j'ai mis là, donc en haut à gauche, une estacade souillée là, avec des absorbants, donc qui sûrement que le pétrole a passé par-dessus, ou du moins il était pas loin. À droite, vous voyez des estacades oranges qui ont été jetées à la côte tout simplement. Vous voyez derrière l'homme, il fait mauvais temps. Donc, par mauvais temps, ce type d'estacade-là, très petites estacades oranges qui sont là, tiendront jamais le coup là, dès que le vent va se lever. Et en bas, à gauche, on voit un petit bateau là, tentant d'installer une estacade jaune. Là. On voit que la mer est pas très calme. Donc, encore là, on peut imaginer le niveau de difficulté d'installer des estacades dans ce cas-là. Les méthodes d'intervention, les dispersants, il faut en parler brièvement. Donc, utilisation possible des dispersants chimiques. Ça se fait jamais en eau douce, mais en eau marine, c'est une possibilité. Au Canada, donc, l'utilisation des dispersants nécessite une pré-approbation pour des zones bien déterminées. Ça sera aussi le cas au Québec si jamais il y avait à traiter cette question-là. Donc, les dispersants ne sont généralement pas autorisés dans les zones côtières, à proximité côtière à cause des faibles profondeurs et de la sensibilité des espèces benthiques. Et très brièvement, on n'a pas le temps d'en parler en long, mais il y a actuellement une très forte controverse aux États-Unis, parmi la communauté scientifique aussi, à savoir, suite à l'utilisation abondante des dispersants lors de l'accident de la plateforme Deepwater Horizon. Donc, il y a eu une utilisation énorme de dispersants à cette époque-là, et ça fait pas consensus du tout si c'était une bonne idée, si c'était pas une mauvaise idée, est-ce qu'on doit encore le faire? Bref, la controverse est au plus fort actuellement, même au sein de la communauté scientifique. C'est juste un exemple, une image qui montre l'utilisation des dispersants, mais juste l'image vous montre que là, on est en train de travailler sur des grandes surfaces, vraiment des très grandes surfaces. Ça serait possible dans le golfe Saint-Laurent, par exemple, ça serait peu probable dans l'estuaire, à tout le moins dans l'estuaire moyen du Saint-Laurent. Moyen d'intervention numéro 3, donc nettoyage après sinistre, ça a été déjà un peu mentionné. Donc, pompage en mer à partir de barges, stockage temporaire avant le traitement, etc. Donc, si on peut aller en mer avec des barges, avec des zodiacs, on peut installer des pompes. Donc, c'est le premier élément. Nettoyage mécanique et ou manuel des plages, des galets, des rochers, dans les jours, les semaines qui vont suivre. C'est comme M. Berryman vient de mentionner, c'est un peu la même chose pour le milieu marin. Peu ou pas d'intervention possible dans les marais côtiers. On risque d'empirer les dégâts par piétinement et enfouissement du pétrole. Donc, ça aussi, ça peut parfois faire controverse. Et là, il y a des questions. Mais en général, l'intervention dans les marais, il vaut mieux faire tout ce qu'on peut faire pour protéger les marais plutôt que d'attendre après puis tenter d'intervenir. L'idée va être de ne pas ou très peu intervenir dans les marais. Récupération des débris huileux solides et dispositions sécuritaires pour les traitements ultérieurs. Donc, ça fait toujours une quantité considérable de débris. Donc, c'est un problème. Ici, vous avez un peu un exemple extrême de l'utilisation des jets d'eau pour nettoyer une plage. C'est une image qui vient de l'accident de l'Exxon Valdez, détroit de Prince William. Donc, on voit, ici, ils ont utilisé carrément des boyaux incendies pour laver la plage avec, en plus, des détergents. Et il y avait juste à côté, donc, 3 ou 4 barges avec des estacades pour retenir le pétrole qui était libéré de la surface. Donc, cette technique-là a été, par la suite, fortement réprouvée parce que, bon, après un lavage comme celui-là, il reste absolument rien de vivant, là, sur la plage, sauf les cailloux. Là. Ça anéantit tout ce qui se fait. Donc, ce type de nettoyage extrême ne se fait pas ou peu. Beaucoup moins platonique, plus difficile. On a les nettoyages manuels. On voit à droite sur le gant le bitume très épais, donc le brut qui avait été déversé à Santa Barbara en 2015. Donc, je dois aller assez rapidement. Les conditions de vent en mer, on est toujours face à des conditions de vent. Donc, ils contribuent à fragmentation de la nappe de pétrole, formation d'émulsions dans l'eau, l'évaporation des fractions légères du pétrole, démolition des estacades de rétention, dépôt du pétrole en haute plage. Donc,
Toutes ces conditions réduisent donc l'efficacité de la récupération en mer et la protection des zones sensibles. Donc, on voit très bien la fragmentation à gauche d'une nappe de pétrole par le vent. Ça ne fait pas une nappe très bien établie, ça fait tous des filaments comme ceux-là. Là. Et on voit aussi à droite l'arrivée du pétrole sur une belle plage de sable poussée par le vent. Donc, les conditions de glace, je dois absolument vous en parler parce que sur le Saint-Laurent, c'est important. Donc, la glace de mer, contrairement à la glace d'eau douce que vous connaissez mieux, est friable et poreuse, permet donc l'intrusion de la séquestration du pétrole déversé. Le pétrole tend à glisser sous la glace et dans l'eau libre entre les blocs dérivants. Le pétrole dans la glace marine active devient rapidement impossible à récupérer. La récupération des résidus après la fonte à des endroits donc éloignés du site de déversement parce qu'il va y avoir une dérive des glaces transportant le pétrole. Donc voici un schéma rapidement qui montre tout ce qui peut arriver avec la glace déversée, le pétrole déversé à travers la glace. Insertion en dessous, capture dans la glace et après ça au printemps, ressurgescence en surface. Ici c'est un exemple d'une carotte de pétrole brut sous la glace qui a été pris il y a à peine quelques semaines dans les travaux qui sont en cours actuellement. Donc, on voit que le pétrole a été capturé dans la glace. Il a été déversé sous la glace, puis après, il a fait très froid. Donc, le pétrole a été capturé dans la glace. Ça, c'est impossible de le sortir de là. Il va falloir attendre que la glace fonde là, pour pouvoir le récupérer. Ici, juste pour comparer les propriétés des différents bruts, j'attire votre attention sur le bitume dilué parce que c'est celui d'en bas, comparativement au brut léger et au brut médium qui sont là. On voit que les propriétés d'adhésion du bitume dilué est nettement supérieure aux autres et le bitume vieilli a une capacité d'adhésion très, très forte. Même chose pour la densité qui monte au-dessus de 1 ou tout près de 1 après vieillissement. Une viscosité aussi qui devient énorme après vieillissement. Même chose pour le point d'émission. Donc, tout ça pour bien voir que le bitume dilué ne se comporte pas du tout comme les bruts légers ou les bruts et le brut moyen. C'est un pétrole qui est particulier, même si à l'œil, il a l'air de la même chose quand il est bien avec son diluant. Avec le vieillissement, il devient complètement différent. Ce tableau ici est tiré d'une publication très récente là, de NAS 2016, c'est National Academy of Science, qui vient tout juste de publier un papier important sur les différences du bitume dilué avec les autres pétroles. Et dans ce tableau un peu complexe, on voit à droite, là, ici, on compare les niveaux de préoccupation du bitume dilué par rapport, dilué et vieilli par rapport au brut conventionnel. Et on regarde vers la gauche les techniques qui sont utilisées. Et dans la plupart des cas, on voit, sauf peut-être les risques d'explosion et de gaz nocifs qui sont similaires à des bitumes, à des bruts conventionnels, on voit que ce qui est du brûlage d'in situ, d'utilisation des dispersants, des agents de nettoyage, détection et récupération du pétrole submergé, dans la plupart des cas, le bitume vieilli va causer des problèmes bien pires qu'un pétrole brut conventionnel. En fait, ce que ce tableau-là dit, qu'il faut absolument pas confondre le devenir d'un brut léger ou conventionnel par rapport au bitume dilué qui a des propriétés chimiques, physiques très différentes. Donc, en conclusion, j'ai laissé la phrase en anglais, mais c'est la conclusion des auteurs du rapport NAS 2016. J'ai fait une traduction libre de ça. Donc, en fait, les propriétés particulières du dilbit requièrent des modifications à la réglementation quant au plan d'urgence, au niveau de récupération et au taux et aux mesures de nettoyage en cas de déversement du bitume dilué. Ici, le rapport est américain, donc il fait allusion aux réglementations américaines, mais je pense que les recommandations de ce rapport s'appliquent certainement à la réglementation canadienne aussi. Donc, les conditions particulières de l'estuaire du Saint-Laurent, donc je rappelle que pour l'estuaire, on a donc des forts courants de marée en toute saison, on a des vents dominants nord-nord-ouest presque tout le temps, et on a une couverture de glace dérivante environ 3 à 4 mois par année. Ça, ce sont les références que j'ai utilisées. Donc, voilà. Merci.